choqué, mais en tant qu'homme, je trouvais ça insupportable qu'on me dise que c'est ça et pas autre chose l'idéal des hommes. Bon, voilà, donc l'idéal des hommes n'est pas forcément uniquement une nana avec 3 kilos de nichons, 15 kilos de cheveux, etc. Bon, j'ai rien contre d'ailleurs, hein, mais vraiment cette idée d'un imaginaire érotique hyper formaté, c'est très très désagréable. Donc j'avais envie de créer un personnage de femme, comme vous voyez, la Simona Tavianel, elle est sensuelle, elle aime bien la vie, sous tous ses aspects, donc j'avais envie de créer un personnage comme ça. Bon, voilà, donc l'explication du personnage de Simona Tavianel. Après, quand on crée un personnage, de toute façon, il acquiert son autonomie, puisque on lui donne certaines caractéristiques, et puis comme il interfère avec d'autres, au bout d'un moment, il y a des choses qui s'autoproduisent toutes seules, quoi. Voilà. Pourquoi tu l'as choisi en revanche italienne? Parce que autant dans le premier tu parles de l'Italie, mais tu parles de bien d'autres choses que l'Italie. Je pense que tu avais des choix et tu as tenu à en faire en fait à l'inscrire dans l'environnement italien. Bah, tu sais, mes bouquins sont toujours entre l'Italie et la France. Hein. Ils sont un peu comme moi. Donc voilà. Mais tu as préféré une personnage italienne qu'une commissaire française, par exemple? Bah, c'est aussi parce que bon, c'est pas par hasard si elle passe son temps à démissionner aussi. Hein. Donc, moi j'ai un problème dans le roman policier, j'ai un problème avec un des deux mots et c'est pas roman. Voilà. Donc, mais j'aime pas les flics. Quoi, voilà. Donc j'essaye d'avoir c'est une façon d'avoir une distance par rapport au personnage aussi parce que, comment dire, une fliquette française, ce serait trop proche de quelque chose. Je serais obligé de faire quelque chose de trop proche du réel, quoi, du réel, et j'aurais du mal à avoir de la sympathie pour elle. Donc, et est-ce que c'est pas aussi alors qu'une commissaire, excuse-moi, pardon. alors qu'une commissaire, c'est vrai aussi que bon, en fait, j'avais au départ la troisième raison secrète, c'est que j'avais un point de départ qui était une vraie commissaire antimafia qui s'appelle Simone, qui m'avait invité à un festival et que j'avais trouvé très sympathique. Et je me disais, mais comment tu fais pour trouver sympathique une flic? Merde, c'est une flic. Et je la trouvais, elle était sympa comme tout, elle était commissaire antimafia. Et le fait, si tu veux, c'est anti-mafia, c'est très important. Parce que, comme c'est des gens qui combattent une force aussi détestable que l'État, enfin, qui est une espèce d'appendice de l'État, et enfin, bon, qui est un Attends, contre... les Italiens, c'est les seuls à avoir mis en accusation la CIA pour les histoires de kidnapping sur les rues d'Italie d'un imam, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Et ils les ont condamnés. Ça leur a fait une belle jambe. Mais... Oui, bah oui, mais ils ne restent pas moins que la condamnation maintenue sur l'appel et tout. Et c'est officiel. C'est pas tout à fait pareil, la justice là-bas. Enfin, sur les magistrats italiens, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns, en tout cas de France, comme Falcone, où on associe une image de chevalier de la justice mort dans l'exercice de ses... Oui, c'était ça, c'était un juge anti-mafia. C'est lui qui a sauté sur la route de l'aéroport. Quand ils ont fait exploser l'autoroute. Il y en a d'autres comme ça. Oui, mais en fait... De la Chiesa. Non, Dalaquies, c'était le chef des carabiniers. Il s'est fait sauter aussi, lui, non? Enfin, il s'est fait la mafia l'a tué. Oui. Aussi. Ah, c'est la mafia. Non, mais c'est compliqué, parce que si on parle des magistrats, les magistrats sont devenus une espèce de caste qui fait de la politique à la place de la politique en Italie. Je suis désolé, c'est Berlusconi qui le dit, mais Berlusconi ne dit pas toujours des trucs faux, malheureusement pour l'Italie. La post-gauche italienne, c'est-à-dire les gens qui sont d'origine
qui était autrefois dans un parti qui s'appelle le Parti communiste, et puis après qui s'est appelé le Parti démocrate de gauche, et maintenant ils ont enlevé gauche, il s'appelle seulement Parti démocrate. Et ces gens-là, qui étaient vraiment de culture stalinienne, leur seule activité qui les distingue de la droite, c'est d'essayer d'envoyer Berlusconi en prison, et de se poser comme représentant de la justice, de la légalité, de s'opposer à un aspect de la société italienne qui est que, comme la société italienne est une... L'État italien est une création récente, la société italienne est depuis toujours senti très séparée de l'État. Je veux dire, c'est une grande différence avec la France, où l'État est vraiment dans la culture française, quoi, fait partie de la culture française. Alors que en Italie, quand on tombe malade, on ne dit pas je vais aller faire la queue, on dit qui je connais à l'hôpital, qui peut me faire passer devant tout le monde, y compris les gens qui sont les plus anti-mafia parmi vos amis. Voilà. On cherche, tu connais pas un médecin. En France, on fait un peu ça, mais c'est quand même pas le réflexe spontané. Voilà. Et donc cette espèce de croisade en faveur d'un soi-disant d'une société qui ressemblerait davantage aux autres sociétés occidentales est portée par les magistrats. Mais ça prend toutes sortes d'aspects extrêmement antipathiques aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi son cul et chemise avec les flics, y compris dans leurs aspects les plus ignobles, comme ce qui s'est passé à Gênes par exemple. Ils ont quand même réussi à absoudre le carabinier qui avait tué Carlo Giuliani en expliquant que la balle a rebondi sur une pierre, elle a croisé une pierre, a rebondi et il l'a touché. Donc, bon. Disons que le rôle de la mafia, le rôle des magistrats mérite d'être analysé. Il a d'ailleurs été dans un excellent bouquin que je vous recommande qui s'appelle La politique de la peur. J'ai écrit. Et il y a un passage à propos de l'affaire Battisti sur le rôle des magistrats en Italie, qui est assez particulier parce qu'ils ont d'abord gagné leur galon contre l'activisme armé, ce qu'on appelle le terrorisme, en recourant à des méthodes qui sont pas... qu'on ne peut pas dire qu'ils sont des méthodes très respectueuses des droits de l'homme, puisque le système des repentis, d'une part, et d'autre part, le système des repentis qui faisait que les gens qui étaient parfois du point de vue éthique, le système des repentis, c'est quand même quelque chose d'assez épouvantable, parce qu'il y a eu des gens qui étaient des assassins, qui avaient tué plein de gens, et qui... une fois arrêtés, on dit je me repens, et qui ont dénoncé 300 personnes, y compris le militant qui un jour a hébergé quelqu'un pour rendre service, qui parcourait toute l'Italie en dénonçant tout le monde. Bon. Et que ces gens-là, ils n'ont pas fait un jour de prison, alors que d'autres gens qui avaient simplement rendu service ont fait des années et des années. Bon, ce genre de choses. Et puis ils ont couvert les exactions de la police, c'est-à-dire aussi bien les exécutions, ce que l'Amnesty appelle les exécutions extrajudiciaires ou la torture. Maintenant on commence à en parler un peu plus, mais tout le monde s'en fout. Mais il y a un certain nombre de succès de la Chiesa ont été obtenus, entre autres par la torture des gens, mais la vraie torture comme elle est pratiquée par la CIA, comme elle a été pratiquée là. Voilà. Serge, j'ai une petite question. Donc, pour revenir à Simone, donc tu disais tout à l'heure, le fait qu'elle soit italienne, ça fait un peu, elle est un peu désincarnée par rapport à la France, etc. Est-ce que le fait qu'elle n'a pas d'équipe finalement,
que finalement on la voit dans ses enquêtes, elle est soit en vacances, soit en démission, etc. Et on la voit pas avec une équipe, contrairement par exemple à Montalbano où la saveur vient de son équipe, là, donc c'est un peu avec son mari finalement qu'on voit les. Oui, mais justement, là, c'est un peu l'effet d'optique aussi, c'est parce que vous êtes concentré sur Simone, hein, mes bouquins. Oui, ils sont pleins de personnages et dans le premier, elle est un des personnages principaux, comme il y en a tant d'autres. Dans le deuxième, elle est effectivement le personnage principal. Et dans le troisième, elle apparaît au début et à la fin, mais entre-temps, c'est pas elle qui fait avancer l'action. Non, c'est vrai. Cela dit, il y a une série quand même. Oui, mais c'est vrai que pour moi, elle peut rester le fil conducteur dans la mesure où j'ai l'impression que ça amuse les lecteurs et donc elle peut rester le fil conducteur. Mais pour moi, ce sera jamais le personnage central. J'aime bien les bouquins où il y a plein de personnages qui se croisent. Il y a ce personnage que j'ai regretté de ne pas avoir assez exploité dans le premier, ce personnage de... Et j'ai pas beaucoup exploité parce qu'il est tué dès le début. C'est le flic qui enquête en dormant. Oui, qui découvre les. Mais dont on trouve le. Il fait une petite sieste et hop, quand il se réveille, il a trouvé le résultat. Donc quand il travaille, il dort en fait. Et ses collègues ne le dérangent pas. Donc tout le monde. Et donc on se dit, est-ce qu'il a trouvé le moyen de faire des siestes? Le moyen génial pour qu'on lui foute la paix quand il fait la sieste, ou est-ce que bon. Et en fait, je m'en suis sorti parce qu'il a ressuscité à travers son fils, quoi. Son fils qui a le même don et qui. Mais le problème, c'est qu'il est insomniaque pendant tout le bouquin. Trop perturbé. Ça, c'est dans le premier. Le fils, c'est dans le troisième. Le fils, il y a le père dans le premier qui meurt, et après on retrouve le fils dans le troisième qui a ce truc de résoudre en dormant. Mais... Il y avait aussi ce vieil ami de Simona qui disparaît aussi presque au tout début du premier, celui qui a ses 4 animaux en fait, qui se fait abattre. Elle hérite des 4 animaux. Alors ça fait partie des contraintes que je m'impose dans les bouquins, c'est qu'à chaque fois, les 4 animaux doivent avoir une utilité dans la ils doivent l'aider à résoudre l'intrigue. Il y a un lapin, je crois. Il y a un chien, un chat, un âne et un lapin. Un lapin. Le lapin, ça doit être dur. Et pourquoi s'imposer une contrainte? C'est dur l'âne, c'est dur aussi. Tu peux monter, tu peux bouger, tu peux monter sur son dos. Dans les passages qu'on avait sélectionnés, il y avait un passage avec l'âne et tout, mais comme il a fallu quand même, pour le temps, on a sucré l'âne. Non, mais c'est vrai que, bon, sans doute... Mais elle est en vacances, elle est en vie. Plus je deviens animaliste. Moi j'ai lu le premier, moi, j'ai pas lu les autres. En italien, c'est une évolution très classique. Hein, les méméHA, je suis un PPHA, moi, de toute façon. Et c'est vrai que là, maintenant que j'ai une maison à la campagne, que je vis à la campagne, comme tous les retraités que je ne suis pas, mais je rêve de la peuplée d'un tas d'animaux. Et c'est vrai que je pense qu'on leur a fait tant subir aux animaux qu'ils ont bien le droit d'envahir un peu mes bouquins. J'aimerais bien, pour finir, que finalement il n'y ait plus que des bêtes pratiquement qui résolvent les problèmes des humains. Vu la manière dont les humains résolvent les leurs, peut-être que les bêtes sauraient mieux s'y prendre. Ça, c'est le genre de phrase qui plaît aux dames des... On peut te poser des questions sur la traduction aussi. Donc, Ah voilà, mais lui il était venu pour ça. Non, mais la première partie aussi, ne soit pas comme ça. Non, mais pour la traduction, la traduction pour moi c'est une activité que j'aimerais bien qu'elle soit... disons que pour des raisons alimentaires, elle prend plus de temps, elle m'occupe plus de mon temps que l'écriture, mais de toute façon c'est une activité qui me passionne, surtout dans la mesure où maintenant je traduis plus que des livres que je choisis, que j'ai fait beaucoup de traductions alimentaires autrefois, et je traduis beaucoup de merde, puis je traduisais de l'anglais,
je traduisais à partir d'une langue que je ne parle pas. Je ne peux pas prétendre parler l'anglais devant certains de mes amis anglophones ici présents. C'est absolument impossible. Ils m'ont vu à l'heure. Donc je peux me débrouiller pour me demander mon chemin ou qu'est-ce que je vais manger, mais à part ça, je connais bien l'anglais écrit, mais je le pratique très mal. Et donc, heureusement, je suis entré dans le monde de l'italien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une langue, c'est pas un vocabulaire, c'est un univers mental. C'est pas simplement un dictionnaire. S'il suffisait de mettre en contact deux dictionnaires, ce serait les traducteurs automatiques donneraient des bons résultats. Pour l'instant, j'en connais pas qui donne des résultats ridicules. Peut-être dans les traductions techniques, mais dans les traductions littéraires, je ne crois pas que ce soit. Pour l'instant, c'est absolument impossible. Pour Camilleri, je ne crois pas que tu as t'inquiéter. Non, là, ouais, non. Oui, là, et en plus, c'est vrai que chaque mot, d'abord il y a le contexte, ensuite il y a le contexte dans le texte, et il y a le contexte dans lequel le contexte historique, le contexte contemporain, par exemple, tel mot écrit en 1960 ou aujourd'hui n'a pas la même résonance. Bon, il y a 1000 détails de ce genre qu'on a finalement, quand on apprend une langue, on les acquiert de manière quasiment inconsciente. Et en plus, on ne traduit que vers sa langue maternelle, évidemment, parce que tout le monde me dit toujours, alors, c'est vous qui traduisez vos bouquins en italien? Ben non, c'est pas moi, c'est pas possible. Il y a quelques auteurs qui traduisent, qui ont écrit en plusieurs langues, mais c'est des raretés, et c'est pas toujours très convaincant. J'ai cité l'exemple de Milan Kundera, qui, je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où il s'est mis à écrire en français, je trouvais que ses bouquins étaient beaucoup plus plats. Donc, je ne sais pas si y a un lien direct, mais en tout cas, c'est le cas. Et donc, parce que quand on traduit quand on traduit vers sa langue maternelle, on sait ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, parce que là, j'ai corrigé la traduction que j'avais cantonné dans la position de microscopique pouvoir dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je suis directeur de collection, j'ai la possibilité de donner du travail à des gens. J'ai eu, et donc je donne du travail à des gens, et j'ai eu entre les mains la traduction que j'avais donnée à faire à une copine, et bon, et c'était catastrophique. Et bon, par exemple, il y avait plein d'erreurs, des faux sens, mais il y a aussi des choses, quand il y en a plein, c'est fini, le texte est plus lisible, c'est des choses comme ces dernières 10 années. En français, on ne dit pas ces dernières 10 années, on dit ces 10 dernières années. Ah oui. Bon, et il n'y a pas aucune... on ne va pas perdre son temps à discuter de ça, sauf avec des traducteurs de mauvaise foi. Mais ça arrive tout le temps. Mais bon. Et donc, on va se retrouver confronté, si dans une page, on se retrouve confronté à 15 ou même à 5 erreurs de ce genre, le texte est illisible, sauf avec beaucoup de bonne volonté. Il est illisible parce que le sens même que l'auteur avait mis se perd. C'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Toutes les nuances, que ce soit si c'est de l'analyse, toutes les nuances de la pensée ou toutes les nuances de la poésie, alors plus encore, toute la charge poétique qu'un auteur a pu mettre dans un bouquin, si on met des phrases qui sont maladroites et mal foutues, ben c'est fini. Et l'intérêt du texte disparaît. Donc
c'est un sacré boulot. Mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est effectivement la mise en contact de deux univers mentaux. Je donne toujours l'exemple que dans la langue de Camilleri, pour dire demander, on dit spiare. Normalement, en italien, c'est chiedere. Et là, c'est spiare. Et spiare, littéralement, ça veut dire espionner. Donc, voilà une langue où poser une question, c'est espionner. Voilà. Donc, ça dit beaucoup de choses, déjà, sur la mentalité qui est derrière, quoi. Voilà. Ça a l'air un peu caricatural, mais ça me rappelle toujours ce que m'a raconté... Et du coup, vous mettez quoi? Oui, c'est ça, vous traduisez du coup, quoi? Je traduis par demander, parce qu'il n'y a aucune autre... Il n'y a pas de choix, parce qu'en français... il n'existe pas de registre aussi étendu, parce que le problème c'est que le registre des régionalismes, parce que on n'est pas au niveau du dialecte dans le niveau principal de la langue de Camilleri, c'est pas le niveau du dialecte. Il y a du dialecte et puis il y a de l'italien standard, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la langue de Camilleri, qui est une langue personnelle, mais qui s'appuie largement aussi, quand même sur des régionalismes existants. Bon. Et il y a donc un registre de vocabulaire très étendu auquel on ne peut pas trouver l'équivalent dans le bassin du français. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de langue de régionalisme équivalent. On pourrait dire, ça veut dire, bon, par exemple, piccilidro, pour dire les gamins, les piccilidro, c'est en italien on dirait bambino, et là c'est piccilidro. Et piccilidro, moi là je l'ai traduit par minot, parce que ça existe. Voilà, il y a un équivalent. Minot, c'est un truc du midi, c'est un parfum de midi, et en même temps, tout le monde le comprend plus ou moins, ce que ça veut dire minot, même quand on est du Nord. Voilà. Bon, ça, c'était un choix évident, mais il y a des fois où il faut renoncer, quoi. Donc, mais spiare, c'est du sicilien ou c'est une invention de... Non, c'est un régionalisme. C'est pas du dialecte, c'est un régionalisme. Ouais. Ça me fait penser toujours à une anecdote que raconte Camilleri quand il était allé voir Sciascia dans son village, à Recalmuto. Il était arrivé avec un cinéaste, et en arrivant, il y a une rue en pente comme ça, et donc au bas de la rue, il demandait aux vieux qui étaient assis sur les chaises devant les portes, il professeur Sciascia. Ils se regardaient entre eux, faisaient tous des bon. Puis ils ont remonté la rue comme ça, tout le monde bon. Et puis quand ils sont arrivés en haut de la rue, il y a Sciascia qui sortait de chez lui, il a commencé à descendre avec eux, et tout le monde, professeur, et tous les types qui étaient assis sur les chaises, saluaient Sciascia, professeur Sciascia, voilà, bon, c'était le grand classique, tu vois, ils avaient dit qu'ils ne le connaissaient pas, et puis 2 minutes après, tout le monde le saluait, bon. C'était... Ça doit faire plaisir. Parce qu'ils ont demandé. Faut pas demander trop d'infos. Ils ont spiato. Ils ont posé une question directe. Il ne fallait pas poser de question directe. Comment tu fais autrement? Discuter avec eux jusqu'à ce que spontanément ils disent mais peut-être que vous venez voir le professeur Sciascia. Non, mais surtout il leur faut le temps de comprendre que tu n'es pas un flic ou que tu es un ami de Sciascia et pas un ennemi, quoi. Puis il y a aussi le fait que un même mot en italien, en français, le mot table, le mot bouteille, le mot verre, tout ça, ça recouvre pas les mêmes réalités. Ils n'ont pas les mêmes formes, ça n'a pas la même apparence. C'est pas la même vécu de la même manière. Non. Mais bon, ça c'est terrible, ça. C'est terrible. Mais c'est ça qui est de passionnant aussi dans la traduction, c'est que c'est toujours une trahison, mais que c'est une trahison totalement nécessaire. Parce que si il n'y avait pas cette trahison, qui est 99% de la littérature qui nous échapperait, puisque c'est la littérature mondiale, par définition, à moins d'être hyper polyglotte, elle est bien obligée de passer par la trahison.
il faut faire une trahison plus ou moins réussie, quoi. Mais en tout cas, j'ai des collègues traducteurs dans la salle, ils ne peuvent qu'approuver. Il y a peut-être des auteurs plus ou moins difficiles, apparemment Camilleri. Camilleri, c'est très particulier, oui. C'est-à-dire que comme il a une langue qui est d'une certaine manière artificielle, j'ai créé une langue qui est artificielle, dans laquelle il faut faire un effort pour entrer. Mais cet effort pour entrer, il correspond aussi à l'effort pour entrer que fait un Italien pour lire Camilleri. Parce que Camilleri, sa langue est quand même très particulière. Et il y a des Italiens, moi, quand j'ai fait acheter Camilleri pour la première fois au Fleuve Noir, la série des Montalbano, le patron, qui s'appelait Brandolini Dada, c'est une grande famille vénitienne. Le patron de toute, pas seulement du Fleuve Noir, de toute la structure de la holding qui coiffait le Fleuve Noir, il voulait pas. Il dit mais moi j'y comprends rien. Mais parce que c'était un aristocrate arrogant qui ne voulait pas faire l'effort de comprendre d'essayer de comprendre une langue qui se rapprochait de la langue populaire. Alors que les Vénitiens, excuse-moi, mais oui. Quand tu les écoutes parler. Qu'on est tous des racistes à certains niveaux quand il s'agit de la langue. C'est-à-dire il y a toujours cette attitude de non, je ne veux pas de ton aristo qui ne veut pas comprendre la langue de la rue. En fait, on n'est pas mieux. Raciste, le mot c'est trop fort. Disons qu'on a tous des crispations, mais c'est pareil pour le français. Quand les gens te disent, moi, mes traductions, il y a plein de gens qui disent, mais c'est pas du français, c'est pas du bon français. Voilà, c'est ça. Si c'est pas du bon français, je lis pas. On a tous des préjugés comme ça. Ouais, mais là, ils passent vraiment à côté du truc. Alors là, ils n'ont vraiment pas compris ce que tu faisais là. Oui, tu sais qu'il y a toujours des gens qui écrivent au Fleuve Noir en disant mais enfin, il y a plein de fautes d'orthographe. Pourquoi il met des A devant tous les verbes? Il y a des coquilles. Ah, regardez. Oui, c'est plein de coquilles. Moi, j'avais une question concernant la politique de la peur. Qu'est-ce qui vous a amené C'était quoi l'élément déclencheur? C'est la suite de l'antiterrorisme, en fait. J'ai pas lu, moi j'ai lu que la politique de la peur, j'ai pas lu. Moi, je suis peut-être le seul individu en France qui revendique l'étiquette d'ultra-gauche anarcho-autonome. Alors donc je me sens visé par la politique de la peur. Non, mais en lisant mes bouquins, même mes romans, vous avez bien senti que j'ai des opinions. Donc, je ne suis pas le seul dans ce cas. Et donc, par rapport à ça, de temps en temps, j'écris des essais sur ces questions-là, quoi. Et ça me semblait bon. J'avais écrit en 89 un bouquin qui s'appelait l'antiterrorisme en France sur la question de, mais c'était appliqué à la France. Là, j'ai essayé d'élargir le propos plus généralement, parce que on voyait bien que c'était un mouvement planétaire, en particulier après le 11 septembre. Donc l'espèce de course sécuritaire que prenaient les choses. Il y a une idée que je trouvais super intéressante sur le budget militaire américain. Pardon ? Sur l'idée que je trouvais très intéressante sur le budget militaire américain et le fait que c'était une façon de montrer que les États-Unis étaient le pays le plus sûr du monde. Oui, mais ça c'est pas de moi, c'est Todd, c'est Emmanuel Todd qui de son bouquin sur comment s'appelle après la démocratie. Après la démocratie. Non, c'est celui d'avant. Non, celui d'avant, oui. Après l'Amérique, je crois, ou non, un titre comme ça. Après l'Empire. Après l'Empire. Et il explique bien que les États-Unis, ce qui fait là où ils dominent encore, c'est sur le plan militaire, et que ça a des conséquences financières, comme ils apparaissent comme un coffre-fort sûr. On continue à investir chez eux, alors que économiquement, il y a eu des périodes où ils étaient maintenant, peut-être que ça va mieux, mais où ils étaient hyper fragiles, ils sont toujours hyper fragiles, mais tant qu'ils auront
cette puissance militaire. Donc ils sont le principal vecteur d'insécurité dans le monde. De toute façon, c'est les États-Unis. Ouais, là, il ne faudra pas se moquer de mon accent parce que l'accent sicilien, il n'y a juste aucune chance. Donc là, on va voir quand même un échantillon de la traduction, enfin du travail de traduction de Serge sur les personnages de la série Montalbano. On y va ? Tant qu'à faire, pour passer le temps, voilà, c'est un extrait donc de Un été ardent, qui est un de la série Montalbano. Ça se, je sais plus le combienième c'est à peu près au milieu. Hein. Enfin, il y en a 17 actuellement. Enfin bon, voilà. C'est le 11e. Voilà. Tant qu'à faire, pour passer le temps, en attendant que Fazio revienne, il décida à passer un coup de fil à la scientifique. Je voudrais parler avec le docteur Arquois, le commissaire Montalbano, je suis. Ne quittez pas. Il eut le temps de se repasser sans se presser la table de multiplication par 6, 7, 8 et 9. Commissaire Montalbano, je suis désolé, mais le docteur Arquois est très occupé pour le moment. Et quand est-ce qu'il se désoccupe? Il vous prie de le rappeler d'ici une dizaine de minutes. Occupé à se foutre de sa poire, oui. Ce grandissime connard avait envie de se faire prier de rendre sa parole précieuse. Mais en quoi un connard pouvait-il être précieux et sa valeur pouvait-elle augmenter? Il se leva, sortit de son bureau, passa devant Cattarella. Je vais me prendre un café au port, je reviens tout de suite. À peine dehors, il comprit que ce n'était pas une bonne idée. Sur le parking, la canicule était comme celle qu'on sent devant un feu de cheminée. En touchant la poignée de la portière, il se brûla. En jurant, il rentra. Cattarella le regarda ébahi et puis matta sa montre. Il n'arrivait pas à comprendre comment avait fait le commissaire pour aller au port, se boire un café et revenir en si peu de temps. Cattarella, prépare-moi un café. Dottori, un autre? Vous en êtes pas pris un juste là maintenant? Trop de café, ça fait mal. Tu as raison, laissons tomber. Je voudrais parler avec le docteur Arquois s'il est désoccupé. Toujours le Montalbano de tout à l'heure, je suis. Ne quittez pas. Cette fois, pas de table de multiplication, mais de pénibles tentatives de chanter d'abord un air qui devait être des Rolling Stones, et puis un autre qui peut-être était des Beatles, mais qui devenait presque pareil parce que lui, on ne peut pas dire qu'il chantait vraiment juste. Docteur Montalbano, le docteur Arquois est encore occupé. Si vous voulez, vous pouvez rappeler... D'ici une dizaine de minutes, j'ai compris. Mais comment était-il possible de perdre tout ce temps pour un imbécile qui se délectait certainement de le faire attendre? Il roula en boule une feuille de papier, se la fourra dans la bouche. Puis il se mit une pince sur le nez et composa de nouveau le numero della scientifica. Il parla avec un léger accent toscan. Ici le ministre plénipotentiaire et superviseur général Gianfilippo Maradona. Passez-moi de toute urgence le docteur Arquois. Tout de suite, Excellence. Montalbano cracha la boule de papier, ôta la pincette. Une demi-minute plus tard, il entendit la voix d'Arquois. « Bonjour, Excellence, je vous écoute. » Excuse-moi, mais pourquoi tu m'appelles Excellence? Montalbano, je suis. Mais on m'a dit que... Continue à m'appeler Excellence, j'aime bien ça. Arquois laissa passer quelques instants de silence. On sentait qu'il était tenté de clore la conversation. Puis il s'adécida. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Tu as quelque chose à me dire ?»« Oui. »« Dis-la-moi. »« Dis s'il te plaît. »« S'il te plaît. »« Demande. » Où est-ce qu'elle a été tuée? Là où elle a été trouvée. Précisément. À côté de ce qui allait devenir la porte-fenêtre du salon. Tu en es sûr? Très sûr. Pourquoi? Là, il s'était formé carrément une mare de sang. Et ailleurs? Rien. Rien que cette mare? Des traces de traînée de la mare jusqu'à la malle. Vous avez trouvé l'arme? Non. Les empreintes digitales? 1 milliard. Même sur le nylon qui enveloppait le corps? Là, aucune. Trouvé autre chose? Le rouleau de ruban adhésif, celui qui a été utilisé pour les huisseries. Là aussi, pas d'empreinte? Rien. C'est tout? Tout. Pas te faire enculer? Pareillement. Beau dialogue. Un resserrement, une sécheresse digne d'une tragédie de Vittorio Alfieri. Mais une chose au moins n'était sortie, que le meurtre avait eu lieu le dernier jour de besogne des maçons. On ne tenait plus dans le bureau. On se sentait la coucourde réduite à une espèce de dense marmelade dedans laquelle les pincées avaient du mal à circuler et certaines fois s'embourber. Est-ce qu'un commissaire pouvait se mettre torse nu dans son bureau? Il y avait quelques règlements qui l'interdisaient? Non, il suffisait que personne n'entre à l'improviste. Il se leva, alla fermer le volet de la fenêtre par laquelle entrait non de l'air mais de la chaleur, tira les rideaux, alluma les lumières, ôta sa chemise.
Catarella! J'arrive. Quand Catarella le vit, il dit seulement « Tant mieux pour vous si vous pouvez le faire. » Écoute, fais attention, ne fais entrer personne sans m'avertir avant. Et une autre chose, téléphone à un magasin où on vend des ventilateurs et tu t'es en fait envoyer un assez grand. Étant donné que Fazio n'apparaissait pas, il composa un autre numero. Dottor Pasquano, Montalbano, je suis. Vous n'allez pas me croire, je sentais justement qu'il me manquait quelqu'un qui vienne me casser les burnes. Vous voyez que je l'ai senti et que j'ai volé à votre secours tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez, merde? L'habituelle gentillesse aristocratique et raffinée de Pasquale. Vous le savez pas? Sur cette petite, je besognerai aujourd'hui après déjeuner. Téléphonez-moi demain matin. Et pas ce soir. Ce soir, je suis au cercle. J'ai un poker sérieux et donc je ne veux pas qu'on vienne me faire chier. J'ai compris, mais vous n'avez pas donné un coup d'œil superficiel au corps. Très superficiel. À sa manière de prononcer ces mots, le commissaire comprit que le docteur était arrivé à quelques résultats. Sauf qu'il fallait le traiter à sa manière. Au cercle, vous y allez vers 9h, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que vers les 10h, je me présente au cercle avec 2 agents et je fais un tel bordel que je vous fous en l'air la partie. Il entendit ricaner. Tout à coup, il se rappela ce qu'il avait oublié de faire tout de suite. Bien sûr, il l'avait oublié non pas à cause de la vieillesse, mais de la chaleur qui faisait l'effet de 3 cachets de somnifères. Catarella, viens dans mon bureau. Il se matérialisa un quart de seconde plus tard. À vos ordres, dottore. Il faut que tu fasses une recherche à l'ordinateur. Ici, je suis. Tu dois voir si on a déposé une plainte pour la disparition d'une petite de 16 ans. Si ça a été fait, ça devrait remonter au 13 ou au 14 octobre 1999. J'exécutas subitement. Et quelques nouvelles du ventilateur? Dottore, à 4 magazines j'ai téléphoné. Les ventilateurs sont tous complètement épuisés. Il y en a un qui m'a dit qu'il avait juste des pales qu'on s'enfonce. Des pales qu'on s'enfonce. Des pales qu'on s'enfonce au plafond, qu'après ça tourne. Maintenant, j'essaie avec un autre magazine. Il attendit une demi-heure, puis, vu et considéré que Fazio n'arrivait toujours pas, il s'en alla manger. Il lui suffit de monter en voiture et de se faire un peu de route pour qu'en arrivant à la trattoria, il ait la chemise trempée de sueur. « Dottore, dit Enzo, il fait trop chaud pour manger des choses chaudes. » Et qu'est-ce que tu as? Ça vous va un bon plat de hors-d'œuvre de la mer avec crevettes, gambas, petits poulpes, anchois, sardines, moules et frères? Ça me va, et ensuite Rougez qu'avec une oignonnade, elles sont des merveilles. Et à la fin, pour se faire la bouche, ma femme a préparé un sorbet au citron. Soit à cause de la chaleur, soit à cause de l'estomac qui lui pesait, il a renoncé à son habituelle promenade sur la jetée et s'en alla à Marinella. Il ouvrit toutes les fenêtres et toutes les portes dans la vaine espérance de provoquer un minimum de courant d'air et s'étendit nu sur le drap pour 1 heure de sommeil. Ensuite, quand il se réveilla, il passa un maillot et alla se faire un bain au risque de choper une congestion. Il se rafraîchit bien comme il fallait et, à peine rentré à la maison, il lui vint l'envie d'entendre la voix de Livia. Que faire? Il la décida de s'asseoir sur son orgueil et l'appela. « Ah, c'est toi !» dit Livia, qui ne parut ni surprise ni contente. Et même, disons tout, elle était plutôt antarctique. Comment s'est passé le voyage de retour? Horrible. Une grosse chaleur, l'air conditionné de la voiture est tombé en panne, et puis quand on s'est arrêté à un reste-route après Grosseto, Bruno a disparu. C'est une vocation chez cet enfant. Ah, je t'en prie, ne te mets pas à faire de l'esprit. C'était juste une constatation. Où est-ce qu'il était passé? Nous avons perdu 2 heures à le chercher, il était allé se cacher dans la cabine d'un poids lourd. Et le chauffeur? Il ne s'était aperçu de rien, il dormait. Bon, je dois y aller. Où tu vas? Il y a mon cousin Massimiliano qui m'attend en bas. Tu m'as trouvé par hasard, je passais prendre quelques affaires. Où étais-tu? Avec Guido et Laura, dans leur villa. Et maintenant tu pars? Oui, avec Massimiliano. On fait une petite croisière sur son bateau. Combien vous êtes? Lui et moi. Salut. Salut. Mais où est-ce qu'il le trouvait l'argent pour entretenir un bateau de croisière, le cher cousin Massimiliano, vu qu'il ne besognait pas et qu'il passait toute la sainte journée à compter les mouches? Il aurait mieux fait de ne pas téléphoner. Il allait sortir quand le téléphone sonna. Allô? Surtout, t'es un homme qui ne respecte pas la parole donnée. C'était Livia avec manifestement l'envie de lui chercher noise. Moi? Oui, toi. Je peux savoir quand je t'ai pas respecté? Tu m'avais juré que l'été à Vigata, on ne commet pas de meurtre. Mais comment tu fais pour se tenir un truc pareil? Juré, j'ai dû te dire au maximum qu'avec la chaleur estivale, ceux qui ont en tête de faire un meurtre préfèrent renvoyer à l'automne. Alors comment ça se fait que Guido et Laura se sont retrouvés à partager leur lit avec la victime d'un homicide en plein mois d'août? Livia, qu'est-ce que tu exagères? Partager leur lit? Bah presque. Ah, écoute-moi bien, ce meurtre remonte au mois d'octobre d'il y a 6 ans. Octobre, tu as compris. Ce qui signifie entre autres que ma théorie n'était pas en l'air. Ce qui compte, pour moi, c'est que par ta faute... Ma faute? Si ce cher marmot ne cédait pas à la tentation de rivaliser avec Houdini... C'était qui?
Un célèbre magicien. Si Bruno n'était pas allé se fourrer sous terre, personne ne se serait aperçu qu'à l'étage au-dessous, il y avait un cadavre, et les amis auraient pu continuer à dormir d'un sommeil tranquille. Tu es d'un cynisme rebutant. Et elle rapprocha. Il rentra au commissariat qu'il était presque 6 heures. Il voulait y aller avant, mais quand il franchit le seuil de la maison, il fut assailli par une telle bouffée de chaleur qu'il s'en retourna, nouvellement chez lui. Il se déshabilla, remplit la baignoire d'eau fraîche, et y resta 1 heure. « Ah, dottori, j'ai trouvé! L'identification, je fis !» Catarella, les bras décollés du corps, les doigts tendus et écartés, faisait la roue comme un paon. Viens dans mon bureau. Catarella le suivit avec une feuille à la main et un air tellement glorieux qu'on eût cru entendre, dans le fond, la marche triomphale de l'Aïda. Alors, ça lui permet en un chapitre de ce livre, il y a une présentation d'un bon paquet en fait des personnages récurrents. Je m'aperçois aussi qu'il y a une influence des disputes entre Livia et Montalbán peut-être un peu influencé. À peine légèrement, parce que quand même, Livia, on la trouve tous très pénible. C'est comme dans la vie. Lydia, elle est insupportable. Disputes, voilà. Ni Simona Di Marco ne le sait. Voilà. Livia, c'est marrant parce que Livia, tout le monde la déteste. Camilla, il m'a raconté qu'il a rencontré plusieurs fois, il y a des vieilles Siciliennes qui lui disent « Mais quand est-ce qu'il la quitte cette... » Oui, bon Dieu. Elle est même pas sicilienne, c'est une génoise. En plus, c'est une génoise. Mais en même temps, on aime la détester. Donc voilà, si elle n'est pas là, il manque quelque chose. Elle le stimule en fait. Moi, avec Sérieux? Elle est un peu chiante. Elle est canon, et puis elle est chiante. Bon, c'est une femme, quoi. Bravo pour la lecture. Ouais.